pense que c'est incontournable quand on a 2 ans, quand on a 3 ans. Enfin, c'est un geste premier de prendre des crayons. On se souvient de nos crayons de cire, puis de tracer des cercles, des lignes, des empreintes de doigts sur une feuille de papier. Il y a quelque chose de très fort là-dedans au niveau de l'individu, au niveau de l'inconscient collectif. Il y a des racines qui sont très profondes. Et je propose souvent, pourquoi pas les réactualiser en fait, et de ne pas se priver du bonheur de dessiner. Alors plusieurs personnes vont me dire, ben moi je suis pas bon en dessin. Je pense que c'est pas d'être bon en dessin ou pas, je pense que c'est vraiment ce dont on parle, c'est-à-dire s'arrêter à mieux voir. J'ai d'abord entendu parler de l'École nationale, plus particulièrement par une de mes sœurs, Julie, qui était étudiante à l'école en interprétation. Elle me parlait avec beaucoup d'enthousiasme de son école, en mentionnant qu'il y avait toutes sortes de cours, dont un cours de dessin. J'étais très intrigué, puis un peu téméraire, en tout cas sans gêne. Je me présente au bureau du responsable, à l'époque, qui était le costumier bien connu, François Barbeau. Et François a eu la gentillesse de me recevoir et de passer pas mal de temps avec moi. Ça a été une rencontre qui a été très marquante parce que je rencontrais quelqu'un qui était impressionnant, qui avait tout un métier derrière lui, qui me parlait différemment de l'art et puis de son travail. J'ai été formé donc à l'université, j'ai une formation universitaire, et puis c'était un nouveau contexte pour moi. Et on a tout de suite sympathisé. Il m'a invité à la brasserie, qui était un lieu réputé, qui était adjacent à l'école à ce moment-là. Et on a poursuivi notre conversation alentour de ce qu'était l'école et de plus particulièrement de l'enseignement du dessin. Donc, François, à la suite de notre rencontre, m'invite à l'accompagner dans ses cours de dessin. François était responsable de plusieurs cours, dont particulièrement un cours de dessin d'observation qui était assez connu à l'époque parce qu'il y avait comme horaire aussi, entre autres, le samedi. Puis le samedi, c'était un cours qui était pour les étudiants, mais aussi ouvert pour les gens qui étaient reliés directement ou indirectement à la section donc, de scénographie de l'école. C'était à l'époque encore des cours essentiellement avec un modèle vivant. Et après un certain nombre de sessions, François me dit que d'autres obligations l'attendaient et qu'il éventuellement laissait les cours puis m'informe que je pouvais prendre la suite. Donc c'est comme ça que je suis devenu responsable du cours de dessin d'observation à l'école. Et se rattachait à ce cours-là un cours aussi de base pour l'enseignement de la couleur, un cours de peinture qui était donné avec le cours de dessin d'observation. Ça a été une aventure qui a duré et qui dure encore depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai été enchanté. Je suis encore enchanté de ce milieu d'enseignement
l'école m'a tout de suite... j'ai été séduit par l'école, même par le lieu physique, par l'architecture de l'école, par l'échelle de l'école, bien sûr. On a la chance de travailler avec un nombre réduit d'étudiants. C'est aussi le cas dans la section de scénographie. Et ça me faisait plaisir. J'étais tout de suite convaincu en marchant dans les couloirs, puis en voyant qu'il y avait des cours en entendant les gens répéter leurs textes, en entendant les cours de chant, en voyant qu'il y avait du aïkido à l'époque, en tout cas c'était le cas. Ça correspondait un peu à une idée romantique, en tout cas certainement une école idéale. Et pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse m'y engager à court, moyen et aujourd'hui à vraiment à long terme. Donc, on arrive à mieux comprendre la proportion des choses. On arrive à avoir accès à cette mesure-là, en fait, qui va nous être immédiatement utile parce qu'on rencontre d'autres intervenants dans le métier. Les gens vont avoir, avec leur dessin, à rencontrer, bien sûr, le metteur en scène, à montrer leur dessin à des coupeurs, à montrer aux interprètes ce qu'ils font. Et ce travail objectif, ce travail d'observation-là, il est vraiment nécessaire, on en a besoin. On se met aussi au neutre, on revient à cette réalité-là, peut-être pour en faire un fondement, en faire quelque chose qui soit une référence, une mémoire, à partir de laquelle, quand l'exercice va porter sur la chose, quand le travail avec le professeur invité va proposer un concept, va proposer de travailler à partir d'un texte sur une création, que ce soit des costumes, que ce soit du décor. On a des références qui sont plus solides, sur lesquelles on peut élaborer, à partir desquelles on peut transformer, on peut arriver à un meilleur résultat, que ce soit par le fait que l'œil soit littéralement éduqué, en fait, ça nous permet aussi une meilleure lecture de tout le matériel qui nous entoure. On pense à tout ce qui est photographié, tout ce qui est filmé. Ce répertoire-là du visuel est infini et c'est la banque, c'est là où puisent en fait les concepteurs de la scène. Puis le fait d'avoir entraîné sa vision, le fait d'avoir lentement refait le chemin, bien, on comprend mieux ce qu'on regarde. C'est moins mécanique. Et puis, ce truchement-là des idées un peu projetées au reçu sont vite identifiées, puis on les met de côté. Les étudiants travaillent sur des formats en fait qui sont plutôt standards, des formats qui sont à l'échelle humaine qu'on transporte parce que le métier aussi est quelque chose de très appliqué. Dans leur cas, on se sert du dessin, on transporte nos dessins, on monte les dessins
aux intervenants, justement, aux metteurs en scène, à la réunion de production, etc. Donc, sauf exception, on ne travaille pas sur des surfaces qui sont plus grandes que ce que ça nécessite. Je leur suggère très fortement aussi, un peu comme si on faisait l'apprentissage d'une langue. Alors, il y a peut-être le cours qui transmet certaines informations, certaines connaissances, mais la pratique est vraiment essentielle. Et plus elle est répétée sur une base quotidienne, plus la langue en question s'assimile. Donc, je suis un grand fervent du carnet de croquis. Je pense que l'histoire le confirme, puis quel plaisir de découvrir un artiste, de voir la production finale, mais d'avoir accès à ce qui était dans l'atelier, à ces carnets-là, à ces feuilles de route-là, à ces carnets-là de croquis, qui sont un monde en soi, parce que s'y déroule notre réflexion, nos émotions, le journal de bord de celui ou celle qui fréquente ces carnets-là, qui y dessine. Moi, j'ai un petit peu tombé dedans quand j'étais jeune, peut-être. En tout cas, j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. C'est devenu un rituel, c'est un besoin, c'est une nécessité. Le carnet de croquis, qui est cet objet inestimable qui nous suit régulièrement sur une base quotidienne, où tantôt on peut intervenir avec un crayon, mais aussi on peut travailler avec la couleur. Moi, j'aime bien la gouache, donc j'y travaille à la gouache. C'est quelque chose qui me suit aussi dans ma démarche de peintre, de graveur, de dessinateur en tant qu'artiste visuel depuis un certain nombre d'années. Donc, s'accumulent les carnets et sous différentes formes. Alors, il peut y avoir des formats qui sont vraiment des formats très utiles, des formats de poche. On parlait de rendez-vous, des occasions partout. On le transporte et on voyage avec. Ce carnet de croquis-là est un outil. Il l'est dans mon cas. C'est vraiment en tant que praticien aussi que je le suggère aux étudiants. Je pense que la genèse d'une idée, un concept en amont, c'est pas quelque chose qui soudainement va nous apparaître. Je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Et cette culture-là peut justement se vérifier au fil des pages, des carnets, où une idée part d'un gribouillis des fois, puis prend forme, se transforme, s'altère, s'enrichit, se construit, se déconstruit. On pense à tous ces carnets-là des peintres, mais aussi on imagine facilement le travail des architectes qui, à partir de quelques traces sur une page, vont plus tard élaborer ce qu'on voit comme produit final. Donc, le carnet, c'est quelque chose de précieux. C'est un objet qu'on magnétise, c'est un objet qu'on aime tenir. C'est comme un atelier qu'on transporte. C'est quelque chose qui est sécurisant, en tout cas c'est réconfortant. On pense qu'on va partir en vacances avec un carnet. On pense qu'on a rendez-vous avec quelqu'un, puis cette personne-là est pas ponctuelle, ou en tout cas n'est pas tout à fait à l'heure au rendez-vous. Puis on a notre carnet. J'ai rempli les pages dans les cabinets de dentistes. Quand j'ai eu à attendre dans certains hôpitaux, ça a été tout le temps assez fructueux parce que j'avais la chance de me concentrer sur
sur une page de carnet. Donc, c'est pas réservé à une minorité, un crayon HB, un carnet qui est pas nécessairement sophistiqué, qu'on peut acheter un peu partout. L'idée, c'est que de commencer à tracer quelque chose et d'y faire un suivi. Alors, l'éloge et les vertus du dessin, puis la place qu'occupe le carnet de croquis à travers tout ça. Donc, déjà, à l'école, il y avait une structure qui avait été mise en place, principalement par François. Et cette structure-là a été maintenue par la suite par les autres directeurs et directrices qui ont suivi, avec un apport à chaque fois qui était personnel selon leurs compétences, leur vision. C'est une école de praticiens. Alors, les gens qui sont invités à l'école sont eux-mêmes partie prenante. Ils possèdent un métier, ils viennent tantôt travailler avec le costume ou avec le texte, bien sûr avec les décors. Il y a un cours qui ne change pas, qui est repris à chaque année depuis que j'y suis. En tout cas, c'est le cours d'observation. Alors, les cours de conceptualisation, on fait un travail de mémoire, on fait un travail à partir de projections, on puise dans l'imaginaire, on crée des mondes, on les crée en 2 et en 3 dimensions, sont des fois avec papier, maintenant bien sûr aussi beaucoup avec le travail à partir de ce que sont les nouvelles technologies. Mais l'observation avec un crayon, avec du papier, avec le modèle ou avec tout simplement l'espace, avec le monde qui nous entoure, c'est resté quelque chose qui est repris à chaque fois. À l'école, on pense que cet entraînement-là qui se déroule c'est un apprentissage qui se fait sur un rythme régulier, plutôt hebdomadaire. On pense que c'est une formation qui est encore tout à fait d'actualité. Et je suis absolument privilégié d'en être responsable. C'est un grand plaisir de travailler avec les étudiants. Les premiers mots qui sont prononcés dans cette approche-là, c'est que on apprend à voir, en fait. C'est un cours qui nous ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure. Bien sûr, ça s'inscrit dans le monde du regardeur. On recoupe éventuellement les lois de la perspective. Mais le travail du scénographe, du costumier, bien sûr, on pense tout de suite au dessin de costume, nécessite à un moment donné une rencontre avec cette réalité-là et une certaine objectivité. Donc, cette formation-là de l'œil, elle est essentielle. Et on la voit qui est immédiatement opérante parce que rapidement, on réalise qu'on dessine ce que l'on pense. On dessine une certaine conception ou des conceptions, ou des clichés, ou des a priori qui inévitablement biaisent un peu la rencontre avec la réalité qui nous entoure. Donc, c'est une idée plutôt classique qu'on reprend de voir les choses pour mieux réaliser la 3e dimension, pour comprendre qu'est-ce que c'est de cadrer une réalité. C'est l'éloge aussi de l'image qui est fixe, de l'espace qu'on découvre, que l'on mesure, et conséquemment, que l'on pourra éventuellement éclairer, que l'on apprend, que l'on étudie comment, en fait, se diffuse la lumière. Donc, le cours
qui se déroule sur les 2 premières années à l'école tourne beaucoup alentour de ces thèmes-là. En fait, c'est à reprendre. Et il n'y a pas de fin parce qu'à chaque fois, on renouvelle notre vision, on la refait, on la raffine et on s'aperçoit que elle se transforme. Donc, à l'école, un cours, bien sûr, n'exclut pas les pauses rapides. Alors, un peu comme en cuisine, quand on parle de la cuisine de feu, quand on parle d'un geste qui est spontané, quand on parle d'un croquis qui est sur le vif, ça fait partie du cours et puis on s'y entraîne. Mais le focus, l'emphase est surtout mis sur les pauses lentes, où on prend vraiment le temps de regarder. Et rapidement, on s'aperçoit qu'au bout de 10 minutes, au bout de 30 minutes, on arrive dans un deuxième degré, un peu comme le coureur qui rentre, qui prend un deuxième souffle et peut-être même un troisième souffle, où on se met à voir des choses qu'on ne voyait pas au premier regard. Ça se raffine. Il y a aussi une appréciation de ce qu'on regarde. Il y a un état mental, il y a une disposition psychologique qui accompagne cette lecture-là. Le fait de travailler en groupe, on essaie d'éviter d'isoler chaque personne qui dessine. Il n'y a pas d'écouteurs parce qu'on écoute les autres dessiner, en fait, parce qu'il y a comme un partage qui se fait. Et quand on travaille avec un modèle, les modèles qui viennent à l'école sont d'avance un peu avertis, ça leur plaît d'ailleurs, ils font partie de la session de travail. Il y a comme vraiment une rencontre dans le silence alentour du focus, alentour de ce sur quoi on se concentre, c'est-à-dire le modèle. Il peut arriver, comme je l'ai mentionné, qu'on travaille sans modèle et on travaille toujours avec cette attention-là. Donc, on met l'accent sur cette qualité de concentration-là. On a des fois l'impression que l'état dans lequel on est quand on dessine, le fait d'être absorbé par ce que l'on fait, on sent qu'il y a une dimension qui est, en termes actuels, qui est méditative en fait. On essaie de ne pas trop apporter d'importance à un jugement critique, à une réaction au travail qu'on fait, à un discours à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. On laisse passer un peu ces conversations-là ou ces interférences-là pour revenir à les choses regardées, pour revenir à ce qu'on est en train de faire, pour porter attention à ce que l'on dessine. On dessine un détail, on garde une vue d'ensemble, on se familiarise avec ce type de gymnastique-là, en fait. On est toujours à l'affût. Bien sûr, ça nous arrive de décrocher, mais on essaie de ne pas perdre le fil. Et je dois dire que les étudiants de toutes les époques, y compris les étudiants avec lesquels je travaille maintenant, sont très réceptifs et sont capables de beaucoup d'attention. On peut arriver à faire des pauses qui se prolongent et à la fois ils sont pris par le groupe, ils sont pris par ce sur quoi ils travaillent et aussi ont tout de suite le feedback du fait que le dessin avance, le dessin progresse et que
d'une phase à une autre, ils réalisent en fait qu'ils perfectionnent le regard et qu'ils voient mieux. Faire référence à une rigueur, à un effort à faire. Il y a certaines contraintes. Et il n'est pas exclusif. On est aujourd'hui au 21e siècle. On voit dans l'art contemporain tous les possibles en dessin. Et depuis le début de l'histoire, depuis les mémoires les plus anciennes, on l'a dessiné sous toutes ses formes. J'ai toujours en tête l'artiste japonais qui suit une fourmi avec un crayon et qui en fait un corpus, en fait un travail. C'est tout aussi légitime que le dessin d'observation. Je pense qu'il est intéressant parce que, et encore une fois, on retourne à une forme de point zéro, et c'est toujours en fonction de mieux voir. Il se dégage de ce qu'on pourrait qualifier d'académique ou de classique, parce qu'il n'y a pas de préalable de l'ordre du dogme ou du canon, d'une forme d'idéologie derrière le souci de représentation. On est à l'affût de ce qui nous entoure. On essaie d'être le plus possible connecté à cette vie-là, de ce qui est animé, puis de ce qui est inanimé aussi, parce que sur la feuille, tout s'anime, tout devient, tout a une forme de présence, une qualité de présence, due justement à ce transfert-là, dû au dessinateur qui voit la chose à représenter et qui réussit ou qui essaie de réussir à la reformuler, à la redessiner telle que son regard lui permet de faire. Et j'ai des étudiants qui sont très habiles. Alors, je ne veux pas en faire une règle générale, mais des fois, cette habileté-là peut leur jouer des tours. Ils vont peut-être penser tout de suite au résultat, puis ils vont vouloir avoir un dessin qui va s'approcher peut-être d'un idéal ou d'un Ingres ou d'un peintre ou d'un dessinateur qui est très admiré. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit de connexion? En tout cas, c'est plus laborieux. Mais moi, je pense souvent à Van Gogh, qui n'était pas un grand dessinateur, ou même Cézanne, qui n'étaient pas des grands dessinateurs au départ, mais qui en ont fait l'apprentissage, puis qui laborieusement sont arrivés à des résultats qu'on connaît. Donc, pour le vivre sur une base régulière, ces étudiants-là qui travaillent fort, qui n'ont pas toujours la facilité de traduire ce qui est là d'une façon précise, mais qui vont le faire selon ce qu'ils sont, ce qu'elles sont, un peu comme une main d'écriture, un peu comme une signature. Et souvent, les dessins qui sont vraiment construits de cette façon-là ont une charge aussi
on dirait que l'histoire du dessin, parce qu'elle n'a pas toujours été facile, parce qu'on s'y est consacré justement, mais elle contient aussi une émotion, elle est différemment touchante et elle est bien sûr très personnelle.